Bonjour tout le monde, je m'appelle Martine Fortin, je suis coordonnatrice de projet à la Coxida et merci de vous joindre à nous pour ce deuxième webinaire sur la fameuse loi 25 sur la protection des renseignements personnels et les obligations des organismes communautaires. On en avait fait un premier en février 2023 et comme c'est une loi qui s'applique en plusieurs étapes, ben, on se revoit aujourd'hui, se reverra peut-être dans le futur. Le webinaire d'aujourd'hui va permettre de revoir certains éléments de la loi 25, d'accéder à des outils pratiques. On a des exemples de politique de confidentialité et de gestion des témoins, ou qu'on dit plus communément les cookies. On va aussi voir qu'est-ce qui se passe si une personne décède malheureusement et les pistes d'action pour pouvoir faire vivre la politique pendant l'intervention. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à tout moment pendant la rencontre. Vous pouvez les faire dans la boîte de chat. Je pourrais interrompre les conférenciers qu'on a aujourd'hui à un moment opportun pour leur poser. Et après, oui, vous allez avoir accès au PowerPoint, à la politique de confidentialité de la Coxida si vous voulez vous inspirer pour vos propres politiques et autres outils dont j'ignore la teneur, mais que mes collègues vous partageront avec grand plaisir. Sans plus tarder, on a avec nous mes deux collègues, Benoît Rassette, qui est coordonnateur du secteur plaidoyer et droit de la Coxida. Benoît œuvre en défense de droit et en formation des organisations sur les questions de droit de la personne, du droit à la santé et sur le handicap depuis maintenant 12 ans. Il a collaboré à développer des politiques et des plateformes politiques sur ces questions pour plusieurs partis politiques sur les plans fédéral, provincial et municipal. Et on a aussi René Légaré, qui est coordonnateur des communications à la Coxida. René travaille dans le milieu VIH depuis 1992. Il a occupé divers postes à la clinique médicale L'Actuelle et au sein d'organismes communautaires spécialisés en enfance, famille et VIH. Il fête maintenant ses 18 ans à la Coxida depuis 2006, qui coordonne le secteur des communications, qui a permis de développer évidemment ses habiletés et son expertise, entre autres sur la création de campagnes de communication, de sites web et le témoignage public des personnes issues de diverses populations stigmatisées en raison du VIH. Donc, longue histoire courte, vous êtes en de très bonnes mains et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Benoît. Bonjour à vous. Alors, je pense qu'il est temps de réviser ma bio. Il y a trop de fois le mot politique. Puis c'est pas si vrai que ça que je fais de la politique. Je préfère faire de la défense de droit. Bon, alors, bonjour à vous. Si vous permettez, on va, moi et René, partager nos écrans, notre contenu lorsqu'on va vous livrer. Donc, il peut y avoir quelques moments techniques difficiles, mais j'espère que vous allez entendre en tête la petite musique là, d'intermède qui rend ça quand même sympathique. Donc, le plan de la rencontre, on va revoir cette idée des lois québécoises et canadiennes. Et non, on ne va pas revenir au père fondateur, mais un peu. On va rappeler les principaux éléments de la loi, évidemment, la loi sur la protection des renseignements personnels dans les organismes privés et l'échéancier pour son implantation. Et ensuite, je passe la POC à René qui va vraiment vous présenter comment ça se vit sur le web. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, c'est un peu pour ça que vous êtes ici. Et ensuite, moi, je vais reprendre la porte, si vous voulez, pour essayer de regarder comment on applique cette loi-là dans plusieurs contextes. Pensons à celui de nos interventions, qu'on soit un organisme de proximité en santé sexuelle, qu'on soit un organisme d'hébergement, il y a quand même des petites choses qui sont importantes à se rappeler. Mais même chose aussi eu égard aux ressources humaines et qu'en est-il des ententes? Et là, je vais pas répondre à toutes les questions sur la survivance parce qu'il y a encore des points très flous. Mais je vais vous dire quelques éléments importants dans votre gestion quotidienne, comment on gère ça. Et finalement, on rappelle un petit peu les outils pratiques, on vous les envoie subséquemment, il y aura des questions. Est-ce que ça convient à tous et toutes? Donc, c'est ce qu'on se propose de faire aujourd'hui. Alors, c'est moi qui a le bonheur de vous rappeler qu'on a deux paliers de gouvernement et que ce n'est pas toujours simple. Donc, vous le savez, il y a quand même des champs de compétences précis dans la vie, mais des fois, il y en a qui se disputent, et notamment celui des télécommunications. La question des télécommunications, ça peut être fédéral, ça peut être provincial. Par contre, vous savez que les deux paliers ont quand même développé non seulement des lois. Au Québec, là, by the way, dès 90, on avait une loi. Au Canada, c'est arrivé après, mais
la loi canadienne ou les lois canadiennes sont déployées un peu avant nos lois récentes québécoises de protection des renseignements personnels. Donc, j'ai l'air de mélanger ça, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a quand même une danse assez jolie depuis 30 ans sur les questions de protection des renseignements personnels. Et donc, au fédéral ou, ou sur le plan canadien, la loi qui protège les personnes et qui précise les obligations des organismes communautaires, notamment, euh, mais des entreprises privées ou des organismes privés en général, c'est la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Et je vous le dis là, parce que des fois, vous allez voir l'autre, la loi sur la protection des renseignements personnels, donc il n'y a pas de documents électroniques dans la loi, mais c'est pas juste ça, c'est que la première, ça concerne les organismes donc, ça précise leur obligation. Puis la deuxième, c'est au fond ce que le gouvernement a comme obligation ou égard à la gestion des renseignements personnels. Et la loi habilite le commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Donc c'est ce commissariat-là qui gère. D'ailleurs, c'est à ce commissariat-là qu'on se réfère aussi. Et puis, évidemment, c'est une autorité, donc il y a des décisions, etc., qui sont rendues par ce commissariat-là. Donc, voilà. Pourquoi aujourd'hui on vous en reparle du fédéral? On s'est dit, ah mon Dieu, au Québec, on a seulement la loi 25. C'est parce que il y a deux petites nuances jolies. D'abord, quand on échange ou on protège les informations entre les provinces et même eu égard aux personnes à l'international, ça peut être la loi canadienne ou la loi fédérale qui s'applique. Et dans le cas de la COQ, c'est très fréquent. Sachez-le, là, la COQ informe par ses moyens de communication, collecte des informations de gens de par le monde. Aussi, c'est que la loi, ça évolue, hein? Et n'oubliez pas que les GAFAM, par exemple, ou les grandes entreprises, tout ça, répondent à la loi fédérale le plus souvent. Juste vous dire, par exemple, qu'il y a eu un jugement pour Google l'année passée qui permet le droit à l'oubli, donc qui permet aux gens de se retirer, si on veut, de Google quand ça peut leur être préjudiciable. Puis ça, évidemment, ça a été entendu sur le plan canadien avec cette loi-là. Donc, sans vous mélanger, sachez qu'essentiellement, c'est la loi 25 qui nous correspond. Donc, on fait notre petit tour au Québec. Mais sur les questions de web, on a eu tendance à se référer pour être plus large, pour être plus couvert, à la loi canadienne. Et ça, c'est ce qui va arriver plus tard avec mon camarade René. Donc, j'ai oublié de vous dire, la loi 25, celle qu'on parle souvent, son vrai nom, c'est la loi sur l'accès aux documents des organismes. Non, il faut. La loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Je recommence. Donc, la loi 25, c'est la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Puis, comme on fait de la défense de droit ici, mine de rien, juste vous rappeler que l'État aussi a des obligations, puis qu'il y a une loi qui vous protège ou qui délimite comment vous accédez aux informations, comment vous pouvez protéger, faire corriger, etc. C'est la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Bon, je suis allé loin, mais c'est fini, ou presque. Les choses compliquées, là, on va être simple, simple, simple. Donc, les lois. Donc, je vous l'ai dit, il y a deux lois qui nous intéressent aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Et surtout, il y a eu des règlements. Parce que, vous le savez, dans la grande pyramide des lois, il y a les lois tout en haut. Ben, c'est pas vrai. En fait, il y a les chartes tout en haut, en principe. Il y a les lois en dessous. Puis, le ministère peut aussi promulguer des règlements. Et donc, ça vient préciser les lois. Exemple, là, vous voyez ici, règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission des documents et de renseignements personnels. Donc, ben simple, ce règlement-là, qui est récent, vient repréciser combien l'État peut demander si on vous fournit votre dossier. C'est bien pratique, notamment en santé ou sur d'autres questions aussi. Mais ça peut servir de barème aussi pour vous. Et le plus important, c'est qu'il y a eu récemment un règlement sur la diffusion de l'information sur la protection des renseignements personnels et sur les incidents de confidentialité. Donc, ce que la loi avait déjà prévu,
il y avait des trous, puis c'est les règlements qui sont sortis dans un cas 3 mois après, dans un autre 6 mois après, c'est venu préciser des affaires. Donc, je veux rappeler aussi, c'est important parce qu'on ne lit pas toujours dans le détail toutes les lois hein, quand on exerce la fonction de directeur d'un organisme ou d'un intervenant ou d'une intervenante. Puis des fois, c'est le fun de ne pas oublier qu'il y a des droits ou qu'il y a d'autres lois derrière. Certains vous diront que j'exagère, que je suis un freak des droits et libertés. Oui, c'est un peu vrai, c'est pour ça que j'aime ça le rappeler. Mais je trouve que ça permet souvent de comprendre les principes euh, euh, puis d'avoir des bons réflexes. Donc, par exemple, vous savez que bon, la Charte canadienne, puis le Code criminel, même, la loi canadienne, elle parle même du Code criminel parce que ça pourrait intervenir dans certaines situations. Mais il y a la Charte des droits et libertés aussi qui est pas loin, qui explique, et là je vous envoie l'article 5, que toute personne a droit au respect de sa vie privée. C'est quand même un principe important. Puis le Code civil, il est encore plus intéressant. Il rappelle à l'article 3 que toute personne est titulaire des droits à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation, de sa vie privée. Même ça va plus loin, les articles 35 jusqu'à 41 même, c'est qu'on dit que non seulement on respecte la vie privée des gens, mais on ne peut pas constituer des dossiers sur le monde sans avoir des motifs valables. Et donc, c'est important pour vous, pour toute personne dans l'organisation, quand vous collectez de l'information, rappelez-vous que vous avez une responsabilité et vous devez savoir pourquoi vous collectez l'information. Vous devez savoir qu'est-ce que vous allez en faire après. Et la personne doit en être consciente et le savoir aussi. Donc, et même la loi pour la protection de l'enseignement personnel, elle réfère précisément à ces articles-là du Code civil. Donc, ayez ça en tête. Donc, sans revenir là, sur tous les petits points de la loi, c'est un principe essentiel. Si vous avez cette posture-là, attention, j'ai une responsabilité, je dois protéger les personnes, comme je le fais tous les jours, par l'intervention, par les services que je donne comme organisme. Je dois protéger la personne eu égard à ces informations confidentielles parce qu'elle pourrait, si elle est entre mauvaises mains ou si elle est diffusée ou perdue ou peu importe, euh, lui apporter des préjudices, lui causer, pardon, des préjudices. Et on ne veut pas ça. Hein? Voilà. Vitement aussi, vous allez voir quelque chose d'un peu particulier dans, j'oserais dire, la manière de fonctionner de la Commission sur l'accès à l'information. Il faut toujours se référer à la loi. Je vous le dis, c'est important. Il faut penser au principe. Mais vous allez voir qu'on développe depuis la promulgation de cette loi-là des bonnes pratiques. C'est pas la même affaire que la loi. Et par contre, les bonnes pratiques, ça nous permet de nous rapprocher de la loi puis d'être capable de faire ça dans la vie. Mais j'ai envie de juste avoir un peu de fun, puis vous présenter, par exemple, ici, vous voyez sur la vignette, un document qui a été préparé par la commission. Quand c'est écrit entreprise, ça vous concerne aussi en passant. Hein. Bon. Donc, faites de bonnes affaires et collectez seulement ce qui est nécessaire. Et il y a une note, une mise en garde très élégante. Le présent document vise à donner de l'information générale et doit d'aucune façon être interprété comme une opinion juridique. Le contenu du présent document ne lie pas la Commission d'accès à l'information, même si évidemment c'est elle qui le lit. Mais toute plainte évaluée doit être faite, dans le fond, doit être évaluée à la lumière des lois et précisément de la loi sur la protection de l'enseignement personnel dans le secteur privé. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? La loi, vous allez pouvoir l'intégralement, vous allez retrouver des documents qui sont essentiels, qui sont même mieux que ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Vous pouvez y aller d'ailleurs. Mais sachez qu'il y a toujours une petite matière à négociation et que vous pourriez poursuivre pareil. Non, mais sérieusement, sachez donc qu'on est dans l'invention aussi. C'est une nouvelle loi. On doit créer des nouvelles manières de faire. Et les bonnes pratiques, c'est une bonne idée, mais il y a quand même une différence avec la loi. Donc, vite, je reviens à l'échéancier. Là, ça fait 10 minutes que je parle, mais il me reste techniquement moins 2 minutes. Donc, depuis septembre 2022, vous le savez, il y a eu des obligations spécifiques pour respecter la loi 25 et vous devez tenir un registre des incidents de confidentialité.
Je rappelle vitement, là, le registre, c'est pas obligé d'être quelque chose de compliqué. C'est l'ensemble des formulaires ou euh, des informations collectées sur les incidents de confidentialité. Je vais faire d'ailleurs à la webinaire qu'on a donné plus tôt. On présente un outil, vous pouvez l'avoir enfin, mais bon, bref. Et je veux juste vous décomplexer, même si vous êtes obligé en principe de tenir un registre des instants de confidentialité, sachez pas toutes les organisations qui sont rendues là. Donc, c'est encore le temps d'échanger vos pratiques ou de le faire aujourd'hui. Et donc, il faut signaler les incidents de confidentialité. Ça, c'est depuis septembre 2022. Donc, auprès de notre personne responsable de la protection des renseignements personnels, chaque organisme doit en avoir un. S'il n'y en a pas, par défaut, c'est le plus haut dirigeant. OK? Mais normalement, vous devriez avoir désigné une personne. Puis, évidemment, les incidents doivent lui être signalés. Et ensuite, elles doivent, s'il y a un risque sérieux de préjudice grave pour les personnes, ça doit être envoyé à la commission sur l'accès à l'information, avec un formulaire d'ailleurs qu'eux-mêmes ont déjà développé, qu'on vous renverra pour votre propre plaisir. Et donc, évidemment, vous avez désigné une personne qui est responsable de la protection des renseignements personnels. Maintenant, ce qui est important, ah oui, attends, je sais pas. Ah oui, bon, voilà. Les coordonnées doivent déjà figurer sur votre site web, sachez-le. Bravo à Réseau d'ailleurs, c'est super clair. Vous l'écrivez dans votre section, je vous le dis, je sais pas. J'ai pas vu toutes vos pages, mais sachez que c'est extrêmement bien défini à qui on doit s'adresser, avec aussi la présence de la politique de confidentialité sur le site, c'est important. Et c'est demandé dans la loi. Mais depuis septembre 2023, il faut, autant que faire se peut, avoir une politique et ou des pratiques encadrant la gouvernance des renseignements personnels et le détailler sur le site web ou le présenter sur le site web ou y référer si vous avez un document porté. Quand il y a transfert de données à un tiers, la personne qui possède ces données doit être au courant et doit avoir consenti à le faire. Euh, c'est important et c'est depuis septembre 2023. Surtout quand on transfère à l'extérieur du Québec, ça doit être évalué. Donc, il faut s'assurer là, quand on transfère à l'extérieur du Québec, on va bien utiliser, bien protéger les renseignements confidentiels. Donc, en gros, ça veut dire aussi, si vous faites affaire avec un logiciel, un courtier, une personne, il faut qu'elle respecte minimalement la loi canadienne sur la protection des renseignements personnels. Puis si c'est des entreprises, on le sait, ils doivent publier eux-mêmes leur engagement eu égard à la protection de l'ensemble personnel. Fait que si vous transférez à l'extérieur du Québec, comme dirait là, il faut que vous vous assuriez de ça. Donc, l'évaluer, puis que la personne soit au courant et qu'elle soit d'accord. Et donc, le consentement de manière générale, dès maintenant, soyons pas fous, là, ce qui s'est passé dans le passé, devez protéger, mais vous n'avez pas pu obtenir de la même manière le consentement des personnes. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut que la personne consente à donner ces informations. Il faut qu'elle sache pourquoi elle les donne puis à qui elle les donne. Je détaille ça plus loin, mais ça, c'est important. Il faut au moins que vous précisez ça. Et je dis ça surtout parce que il y a plusieurs organismes là, qui ont un organisme chapeau, là, par exemple, c'est un organisme dont le nom est très connu, puis là, ils ont une maison d'urgence, puis là, c'est un autre nom. Je dis pas que c'est pas lié légalement, mais la personne n'est pas toujours au courant. Donc, c'est important de lui dire, écoute, on est Cactus, par exemple, tu es dans ce service-là, sache qu'on protège tes renseignements personnels, puis on les utilise juste parce qu'on a besoin de mieux intervenir avec toi, on amasse ce qu'il faut, etc. Tu es d'accord. Sache aussi que tu pourrais avoir accès à ces informations-là et que tu pourrais corriger ces informations-là dans le cas où tu les observes et que tu n'es pas content. Euh, ça, Vitement, mais il reste que donc, on doit, dans l'intervention, dans nos documents, préciser quand même que la personne a fait tout ça. Et
Comme organisation, en plus, on doit avoir une politique de conservation. On n'est pas obligé d'en sortir 18. Là. Nous, on fait bien ça, on fait beaucoup ça, des politiques à la COP. C'est cool. Mais sachez que ça peut être imbriqué dans votre politique de protection ou de gestion des renseignements personnels, par exemple. Ou encore, vous avez peut-être une politique d'archivage aussi. Tu sais, on oublie que des fois là-dedans, on précise quand est-ce qu'on a nos documents, puis quand est-ce qu'on les détruit ou combien de temps on les garde. C'est important de se rappeler ça. Des petites choses qui n'étaient pas précisées alors qu'on s'est parlé la dernière fois, puis encore quand la loi a été édictée, parce que c'est entre autres précisé par règlement après. Euh, mais il y a sanction possible par la Commission sur l'accès à l'information si une personne recueille, utilise, communique, conserve ou détruit des renseignements personnels en contrevenant à la loi. C'est néglige d'informer adéquatement les personnes. Elle omet de déclarer un incident de confidentialité. Et c'est néglige de prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels, voire c'est néglige d'informer les personnes concernées. Donc, on vous renvoie là, par la suite, mais sachez aussi que ceci se retrouve intégralement sur le site de la commission parce que c'est dans la loi, mais c'est mieux résumé ici. C'est une bonne idée d'avoir ça en tête parce qu'il y a des risques, même si pour l'instant, il n'y a aucune poursuite. J'ai vérifié encore hier, là. Il n'y a aucun organisme qui a été poursuivi parce qu'il ne respectait pas la loi. Sachez. OK. Donc, voici le calendrier d'implantation. Donc, ce qui est en rose, normalement, doit être acquis. Ce n'est pas le cas, ben, on doit y voir. Et dès cette année, le 22 septembre, il faudra s'assurer de respecter le droit à la portabilité. Je veux juste vous rappeler, là, les nuances sur qu'est-ce que le droit ou qu'est-ce que sera le droit à la portabilité ne sont pas encore euh, disponibles, diffusés. OK? Donc, parce que c'est un format technologique spécifique, mais c'est des formats accessibles, on sait d'ores et déjà. Et donc, vous voyez comme c'est toujours aussi en processus pour le gouvernement. Juste rappeler brièvement les incidents de confidentialité et les registres. Donc, je vous l'ai dit plus tôt, là, mais je vais vite. Les incidents de confidentialité, c'est toute forme d'accès non autorisé à un renseignement personnel, à son utilisation ou sa communication, ou même sa perte. Et le registre, c'est une manière de collection de tous ces incidents. Il n'y a pas de forme imposée. Euh, Nous, par exemple, à la COP, c'est les formulaires eux-mêmes agrégés dans un dossier électronique. Donc, c'est ce que c'est. C'est important quand même de savoir c'est quoi ce registre-là et d'avoir qu'une personne ou des personnes précisées à qui ont accès parce que, sur demande, ça doit être transmis à la Commission d'accès à l'information. L'intégralité du registre ou des pièces. Et juste préciser aussi ce qui est précisé par règlement depuis peu, c'est qu'on doit garder les registres ou même les formulaires d'incidents de confidentialité 5 ans après la date où on l'a créé, dans le fond, où l'organisation a pris connaissance de l'incident. Donc, ce qui est important de rappeler, c'est que quand il y a risque sérieux de préjudice grave, dans les outils, je vous fais un questionnaire pour vous aider à déterminer là, ce qu'est un risque sérieux de préjudice grave. Et je vous rappelle aussi que ça incombe à la personne responsable de la protection des renseignements personnels. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes intervenantes, toute la liste vont évaluer ça, même si elles doivent communiquer si elles croisent des incidents de confidentialité. Donc, je rappelle que pour l'évaluer, on doit s'intéresser à la sensibilité des renseignements, aux conséquences appréhendées et à la probabilité qu'il soit utilisé à des fins préjudiciables. Donc, qu'il soit utilisé contre les intérêts, la notoriété, la protection de la personne. Et, et important aussi de dire qu'on doit quand même évaluer ça, même s'il n'y a pas de risque sérieux de préjudice grave. Donc,
Il faut que vous ayez dans votre politique un mécanisme clair qui dit, OK, on rencontre un incident de, 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 de confidentialité, on se rapporte à telle personne, puis à telle personne, on informe de 10 points, il y a 10 points. Puis cette personne-là va l'évaluer. Elle n'est pas obligée d'envoyer à la commission, évidemment. C'est ces personnes-là qui vont déterminer s'il y a un risque sérieux de préjudice grave, mais on doit faire cette action-là. Bon, c'est assez. Je suis désolé, j'en ai pris plus, mais je cède maintenant la place à René. Oui, bonjour. Donc, René Légaré. Donc, poursuis la présentation en vous parlant vraiment de l'impact que ça a sur le web, donc cette loi 25, mais aussi la loi donc, fédérale. Première des choses, c'est vous dire qu'est-ce qui est considéré comme étant des renseignements personnels sur le web. Il y a les listes d'envoi qui sont associées à vos blogs, à une infolettre, mais aussi les informations qui sont collectées dans le cadre de chat. Il y a les listes d'envoi courriel qui peuvent aussi être considérées et en dernier lieu, les témoins ou ce qu'on a communément appelé les cookies. Donc, est-ce que, donc, je ne sais pas si les gens sont un peu familiarisés avec les cookies. Je vais vous donner une petite définition très simple qui est, ce sont de minuscules fichiers de données utilisés pour suivre vos activités et informations en ligne lorsque vous naviguez sur un site web. C'est une citation qui vient du site du gouvernement fédéral. Et donc, l'information, elle est recueillie donc, pour vous aider, pour faciliter votre navigation sur donc, des sites en question. Et ça, c'est vraiment l'avantage, le grand avantage des cookies, mais aussi, donc, ça permet de recueillir des données à des fins donc, de marketing, donc qui peut être un peu moins donc, considéré comme étant intéressant, donc un peu plus négatif comme point. Sur les sites web, on retrouve donc de différentes formes de cookies. Il y a les cookies fonctionnels, qui sont des cookies qu'on ne peut pas modifier car ça aura un impact sur le site web en question. Il y a des cookies de préférence qui est dans la même lignée. Et donc, il y en a deux autres qui sont les cookies de statistique et les cookies de marketing. Et ces deux-là, donc, peuvent être donc, gérés par les personnes doivent être gérés à partir de maintenant par les personnes qui visitent nos sites à travers la loi 25. Qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre aux exigences de la loi 25? Pour ce qui est donc loi 25, mais aussi de la loi donc, de la protection des renseignements personnels et des documents électroniques, c'est la loi fédérale. Euh, pour ce qui est des listes d'envoi de blogs et infolettres, donc il faut avoir une approche donc opt-in. Donc tout le monde est conscient de ce que c'est l'approche opt-in. Donc c'est vraiment s'assurer qu'il y a un consentement préalable à l'obtention donc de l'information que nous voulons avoir. Exemple, pour l'infolette, donc c'est comme vous devez à partir de maintenant si vous voulez avoir des abonnés, donc leur offrir l'abonnement. Il faut qu'ils puissent cocher donc, pour pouvoir accéder à l'infolette. C'est souvent ce qui se fait déjà. Pour les blogs, donc, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire parce que le opt-in est déjà dans le processus du blog. C'est la personne qui s'inscrit à votre blog. Donc, il y a comme pas de modification à apporter. Les listes d'envoi courriel, je passe au dernier point, je vais revenir aux témoins après. Celui-là, donc, euh, il est en fait, il faut voir un peu à quoi sert donc, votre liste d'envoi courriel. C'est une liste d'envoi courriel pour, mettons, donc, une aide alimentaire, puis vous avez donc le courriel des gens pour pouvoir les rejoindre et leur dire quelle est la date de la prochaine distribution d'aliments. Cette liste-là est considérée comme étant assujettie à la loi. Donc, vous devez avoir l'autorisation des personnes donc, qui sont sur votre liste pour pouvoir communiquer avec. Si ces listes existent déjà aujourd'hui, vous allez devoir, enfin, pas devoir, parce que bon, on n'est pas sûr à 100 vu que la loi évolue et elle commence. On n'a pas défini qu'est-ce qui était item par item, mais on pense que vous devriez donc communiquer avec chacune des personnes ou leur envoyer un petit courriel leur disant vous êtes dans notre liste. Est-ce que vous voulez y rester donc pour la suite pour continuer à avoir de l'information sur le service en question? Pour ce qui est des témoins, pour permettre aux utilisateurs donc, tristes donc, la gestion des cookies. Donc, quand on arrive à ça, vous avez déjà remarqué, j'imagine, sur plusieurs sites, quand vous rentrez dedans, vous avez une fenêtre pop-up qui ouvre, puis là, on vous demande si vous voulez, donc, comment vous voulez gérer justement la gestion des témoins, pardon. Et donc, on a un choix d'accepter tel quel, donc de pouvoir choisir ou sinon de refuser. Donc, c'est ce qu'on doit avoir sur tous nos sites, donc à partir de maintenant, mais c'était à partir de septembre. Donc, à la COP, on a fait ça en décembre, donc on était, nous aussi, très en retard.
Je vais couper ça. Donc, si on passe, comment on doit y répondre? Pour ce qui est des envois blog, et blog, vous n'avez vraiment rien à faire. Comme je vous disais déjà, ça fait partie du gestionnaire de blog. Infolette, il faut juste vous assurer donc, que vous avez donc l'option opt-in donc, qui est donc mise en place. Et habituellement, ça se trouve à travers votre gestionnaire d'infolettre. Vous pouvez le faire donc dedans. Pour ce qui est des témoins, donc, comme je disais, il y a une fenêtre qui pop à l'ouverture du site. Donc, ça permet de choisir entre accepter, refuser et gérer les témoins. Et donc, ça nécessite aussi la publication de divers documents d'information qui démontrent comment sont gérés les renseignements personnels, comment sont retirés les renseignements personnels recueillis et à qui s'adresser et comment joindre cette personne, donc au cas où donc, qu'on veut donc faire retirer justement des renseignements personnels ou savoir quelle information qui est recueillie. On va passer donc, aux documents qu'on a sur le site de la COP actuellement. Donc, au bas de notre page, dans notre bandeau, donc, nous avons une section ici qui est le plan du site, conditions générales. Mais après ça, on a déclaration de confidentialité, qui n'est pas notre politique de confidentialité. En fait, notre politique de confidentialité, on a changé son nom pour éviter le mélange. On l'appelle à cette politique de gestion des renseignements personnels. Et pour faire la différence avec la déclaration de confidentialité qu'on trouve sur notre site, l'avertissement et les politiques de cookies. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est cookies qui est marqué non pas témoin un petit peu plus tard. Nous sommes donc ici dans la déclaration de confidentialité. Dans cette déclaration, c'est un long texte qui est produit, en fait, je vous en parle après. Donc, on y retrouve donc toute l'information concernant l'enregistrement de notre compte, ce qui concerne l'infolette, comment on se conforme aux obligations légales, donc comment sont analysées les statistiques qu'on recueille. Donc, il y a toute cette information-là qui apparaît. Donc, ainsi d'autres informations. On fait référence aux cookies, mais il y a une politique de cookies que je vais vous montrer un peu plus loin. On parle de sécurité, des sites web de tierces parties, donc qu'on n'est pas responsable de ce qu'eux recueillent et que vous devez aller voir sur ces sites en question pour voir qu'est-ce qu'eux recueillent comme information. Donc, et qu'est-ce qui peut être fait pour modifier donc, les données qu'on recueille sur vous. Il y a même une information sur les enfants, donc je expliquerai un petit peu plus tard pourquoi donc c'est là également. Et nous avons les coordonnées donc, de la personne qui doit être jointe, donc au cas où donc, de bris de confidentialité ou autre. Donc, voilà, ça c'est la politique de la déclaration de confidentialité. On a un avis donc sur le site également qui démontre un peu que bon, les données, ça appartient à la COC, donc les trucs légaux donc qu'on a également. Et en dernier, la politique des cookies, donc qui est vraiment le document très important. Vous voyez, donc j'ai en haut donc une date de mise à jour, donc je vous explique aussi pourquoi elle se retrouve. Elle se retrouve. On explique ce que c'est les cookies, les scripts, une balise invisible, c'est quoi les tierces parties, ce que je vous parlais tantôt, cookies techniques, statistiques, marketing, les réseaux sociaux aussi, donc comment que c'est géré sur notre site à nous parce qu'il y a des références à nos médias sociaux. Et ici, on a toute une liste des cookies qui sont placés. Donc, on a par rapport à Google, WordPress, LinkedIn, Google Maps, Compliance. Compliance étant le gestionnaire justement de la politique de confidentialité. Facebook, Twitter et autres. Donc, le consentement, là, c'est la partie donc, qui concerne donc, les usagers, donc qui peuvent décider qu'est-ce qu'ils veulent, donc, qui décident de l'information qu'ils veulent qu'on recueille sur eux et elles. Ce qui peut être comment désactiver, supprimer les cookies, les droits et encore les coordonnées de la personne contact au sein de l'organisation. Actuellement, donc, cette politique-là s'appelle politique de cookies. Ça devrait être une politique de témoins. Si vous avez, bon, j'ai passé très vite dans le texte, là, mais la qualité du français n'est pas toujours à 100%. C'est que avec le logiciel qui s'appelle Compliance, lequel avec nous on fait affaire, ça permet les mises à jour au fur et à mesure de l'évolution de la loi. Donc, nous ne sommes pas obligés de modifier nous-mêmes les textes. Donc, dans les documents, dans les 3 documents que je vous ai montrés, manuellement, le faire nous-mêmes, c'est fait automatiquement donc, par l'application que nous utilisons. Et ça, c'est un gros plus parce que vu que la loi va évoluer, donc pas mal avec le temps, il peut y avoir des jurisprudences qui se créent, donc ça a des impacts sur la gestion donc, des renseignements personnels sur le web. Donc, ça va se faire automatiquement. Malheureusement, donc, ça vient avec le fait que je ne peux pas donc, jouer dans les textes. Donc, ce sont les textes qui sont produits par la compagnie.
donc, qui gèrent l'application, donc, qui est compliance, donc, comme je vous disais, donc, un petit peu avant. Actuellement, donc, pour nous, à la COP, donc, ça a nécessité donc, le fait donc, de devoir avoir cette fenêtre pop-up qui ouvre donc, au départ, puis avoir toutes les informations que je vous ai montrées, ça nécessite un investissement monétaire en soi. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé à travers notre webmess, celui qui s'occupe déjà donc, des sites web de la COP, qui les héberge, pour voir comment faire. Et donc, il lui nous a offert un truc clé en main, donc où est-ce qu'il s'occupait de tout. Ça implique donc dans ce processus-là d'achat d'une application. Je vous ai dit tantôt que c'était compliance. Nous avons payé pour 4 sites de la COC. On a 4 sites à gérer, donc on a payé 1 500 $ pour 4 sites, ce qui revient environ à 400 $ par site, mais donc ça dépend du volume donc, du site en soi. Les sites de la COC sont très volumineux, donc c'est normal que ça coûte un peu plus cher donc, pour faire le travail. Euh, Avec l'achat de l'application, ça permet ça crée la fenêtre pop-up, ça permet de créer les textes à publier, puis on n'a rien à faire par rapport à ces textes, j'ai rien eu à rédiger. Et comme je vous disais, les mises à jour des textes suivent l'évolution de la loi. Dans les points négatifs, on n'a pas le contrôle sur les textes. Il y a certains donc, éléments, il y a des coquilles donc, à plusieurs endroits. Il y a des mots anglais donc, dans les cookies donc, qu'on retrouve dedans. Et aussi, donc, il y a certaines données qui sont plus ou moins justes par rapport donc, au service de la coque. Donc, ça, c'est une étape prochaine que je dois voir qu'est-ce que je peux faire avec ça donc, dans le futur. Donc, est-ce que je peux donc, quand même arriver avec une modification quelque part. En tout cas, donc ça sera à revoir donc, dans un futur, donc peut-être une troisième présentation sur cette loi-là. Et ça fait le tour pour ma petite présentation. J'espère ne pas avoir été trop vite. Je repasse l'appareil à mon collègue Benoît. Si vous permettez, je vais essayer de voir comment on descend ça. On a vu ça sur le web, on comprend la loi, comment elle est, mais comment on descend ça dans nos interventions? Et je dois vous avouer qu'il y a eu plusieurs questions qui m'ont permis de bâtir ce bout-là. Même chose, deux autres questions qui ont mené aux questions, disons, de ressources humaines ou de se questionner qu'est-ce qui arrive quand la personne décède. Ce sont des questions de membres. Donc, voilà. Donc, intervenir. J'ai envie de vous dire, quand une personne intervient, il faut qu'elle soit consciente de tout ce qu'on s'est dit plus tôt, c'est-à-dire qu'elle a une responsabilité, qu'elle doit savoir pourquoi elle collecte les choses, etc. Dans votre intervention, c'est important de glisser les éléments suivants. C'est-à-dire, quand on s'apprête à faire un dossier, chacun des groupes a des systèmes de membership, de formulaire pour membership, mais aussi des formulaires pour intervention. Parfois aussi, les personnes travailleuses prennent des notes, pas nécessairement en présence de la personne, mais pour s'aider à intervenir, etc. Donc, il faut que la personne soit au courant lorsqu'on le fait. Il faut préciser l'objectif. Il faut préciser aussi par quels moyens on le fait. Donc, je vais juste prendre des notes pour savoir si tout va bien, pour qu'on n'oublie pas de donner les bons services si vous êtes en hébergement, par exemple, ou, etc. Ou encore, les moyens, ben, on le dit, là, on fait une captation vidéo, si c'est dans votre job, ou encore, voici un formulaire, il est en version papier, mais je vais le garder physiquement. Et on rappelle que la personne peut y avoir accès si elle le demande et on doit procéder de manière diligente. Hein. C'est ça l'essence de la loi. Et elle peut retirer son consentement aussi. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à peu près tout est protégé. En fait, ça veut dire qu'il y a juste les dimensions très administratives. C'est sûr que si vous avez déjà eu, par exemple, un résident, s'il y a un compte client qui a été ouvert, s'il y a eu du bénévolat, puis bon, fait partie du registre, ben, vous n'allez pas pouvoir enlever le nom de la personne. Mais les informations à caractère confidentiel, par exemple, que vous pourriez posséder ou avoir en possession, non seulement la personne peut y accéder, mais elle pourrait décider de retirer son consentement à ce que vous l'utilisiez ou que vous l'ayez. Et bon, ça arrive assez rarement quand même.
Puis bon, il y a des situations aussi où des personnes avec qui on intervient sont en colère pour plein de raisons, à cause de leur propre trajectoire de vie ou même parce qu'ils ne sont pas d'accord peut-être avec les valeurs ou enfin bref. Puis des fois, ça se passe pas super bien, je sais, là. J'ai été sur le terrain aussi. Puis peut-être que la personne aussi veut se venger par cette méthode-là, c'est possible. Je ne veux pas induire là, des. Mais il reste quand même qu'elle a le droit que vous n'ayez plus de dossier sur elle, sauf les informations strictement nécessaires à l'administration. Voilà. Alors, ceci dit, sinon, rappelez-vous aussi que vous communiquez avec des tiers dans la vie. Beaucoup sont appelés à travailler avec des cliniques, avec des professionnels de la santé, par exemple. Vous êtes même la police, les plus téméraires d'entre vous. Non, mais sérieusement, vous êtes appelés quand même à travailler avec des tiers et faites attention à l'information que vous transmettez parce que la personne doit être au courant que vous le faites. Sauf évidemment quand vous êtes sommé de le faire par la police, par une procédure judiciaire, etc. Et encore là, vous savez, il y a une petite protection là, si vous êtes un avocat ou une travailleuse sociale. Mais à cause de le secret professionnel, mais globalement, en situation normale, la personne doit être au courant que vous allez transmettre l'information. Puis c'est pour ça que souvent, quand je parle même de défense de droit ou d'assistance en défense de droit, je dis partez pas avec le ballon. C'est la même logique. C'est pas parce que vous vous occupez d'un dossier, vous travaillez avec une personne, que vous devez partir et tout faire d'un côté. Vous devez constamment vous assurer de son consentement dans votre intervention, mais c'est la même chose avec les informations que vous transmettez. Et voilà, donc on le précise là, quand vous le stockez, quand vous envoyez une catégorie d'informations, quand le paiement intervient, parce que c'est le cas aussi, là, tout ça doit être évident et la personne doit y consentir. Souvent, on veut absolument avoir une pièce d'identité. Ça, là, bon. Puis il y a plein de gens, il y a même des gens avec qui on travaille qui n'en ont pas ou qui n'en ont plus. Faisons gaffe. Et là, ici, c'est des informations qui sont du côté des bonnes pratiques de la commission d'accès à l'information que je vous présente, mais il faut que pour chaque pièce d'identité, il y ait une raison suffisante pour laquelle vous la demandiez. Évidemment, quand vous avez copié, ça devient de l'information confidentielle. Vous devez vous assurer sa protection. Évidemment, on ne se promène pas avec la carte de France maladie de quelqu'un dans le bureau, ni sa carte de crédit d'ailleurs, même si ça pourrait être le fun. Il faut vraiment regarder à chaque fois qu'on demande une pièce pour quelle raison on le fait. Donc, le permis de conduire peut soit associé à la conduite, par exemple. Le passeport, il faut qu'il y ait un voyage d'impliqué. Vous ne pouvez pas demander à une personne son passeport pour rien. Seulement parce que vous avez besoin d'une pièce d'identité. La carte d'assurance maladie, c'est quand vous avez un travail clinique à faire. Vous devez intervenir. Et le numéro d'assurance sociale, c'est effectivement, il n'y a pas vraiment de raison, sauf dans le cas où vous êtes un employé ou un fournisseur de services. Ça, c'est déjà balisé, prévu par la loi. Mais donc, ces informations-là sont pas requises. Et d'ailleurs, vous me dites, oui, mais il faut qu'on prouve qu'une personne, oui, effectivement, si par exemple, on était dans des transactions, puis que la personne devait s'identifier, elle pourrait le faire avec une carte ID, mais ça ne veut pas dire que ça devient une pièce que vous gardez, vous comprenez? Puis surtout, l'esprit de toutes les lois, là, celles qu'on a passées, c'est de le faire vraiment cirque. Autre chose, quelque chose de simple, je vous représente ici là, une liste qui est peut-être dans votre terre des éducs ou des intervenants, ou etc. Là, il y a des gens, malheureusement, bon, pour toutes sortes de raisons, ils sont exclus, ou à tout le moins, on doit avoir des informations personnelles à leur égard parce que intolérance alimentaire ou comportement agressif, ou enfin, bref, des choses qu'on veut que les éducateurs ou les personnes intervenantes aient comme information. Et là, je vous présente ça comme ça, c'est pas une blague de ce que je vous présente là, j'ai déjà vu ça tel quel. C'est non, c'était affiché là, comme ça sur la porte de l'entrée des éducateurs. Et donc là-dedans, il y a beaucoup d'informations, même des fois le nom de famille au complet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Marc Lamoureux, il est dangereux, il faut faire attention. J'ai même déjà vu des choses plus précises que ça décrites. Mais donc, rappelons-nous, même si on va informer tous les éducateurs, tous les intervenants, toutes les personnes,
il faut protéger cette information-là. Elle n'est pas à l'attention de tout le monde qui circulerait dans un corridor, ou même d'autres membres de l'équipe qui n'ont pas à intervenir. Donc, enfin, donc, il faut que ça soit, par exemple, dans un dossier prévu. Il faut que vous assuriez qu'il soit dans un bureau, peut-être, pas à la vue de tous, et qu'il soit contrôlé. Donc, je vous rappelle ça. En ressources humaines, financières, survivantes. Bon, vous le savez, évidemment, la loi 25 est applicable aussitôt qu'on collecte, aussitôt qu'on veut accéder à notre dossier, qu'on veut corriger les choses, etc. Mais il y a quand même d'autres lois qui s'appliquent. Évidemment, il y a des contextes particuliers. Je pense entre autres en ressources humaines. C'est normal de faire un dossier d'employé. Évidemment, ce qu'il y a dedans, ça varie selon toutes sortes de paramètres, pas seulement la loi sur la protection des renseignements personnels ou le Code civil, mais même, par exemple, des fois, si on est en milieu syndiqué, c'est la convention qui dit ce qu'il y a dedans. Je vous encourage, ça c'est de l'ordre des bonnes pratiques, là, à avoir une politique des ressources humaines qui précise ce qu'il y a dans le dossier d'employé. Évidemment, on s'entend que la consultation du dossier d'employé, là, c'est très limité. C'est aux personnes qui ont comme raison d'être de faire la paye ou de s'occuper du dossier ou voir son supérieur immédiat. Puis même son supérieur immédiat, c'est à déterminer. Là. C'est pas, il faut vraiment circonscrire qui peut le voir, justement, avec nos politiques, dans la convention, etc. Les informations financières. Je vous rappelle que les informations financières, c'est personnel, on le sait, mais il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut en avoir besoin. Et c'est correct aussi. Donc, mais il faut les protéger. Hein, et donc, sur le web, pour des informations strictement administratives, on peut les garder, mais si quelqu'un nous demandait, par exemple, qu'on supprime son dossier, il y a des petites informations qu'on garde, mais on n'est pas obligé de garder des informations inutiles. Euh, et bon, je voulais le rappeler. Puis on n'oublie pas aussi qu'un chiffre sans un nom, c'est pas si pire, mais un chiffre avec un nom sur une liste perdue, c'est de l'information personnelle, puis il faut quand même éviter d'avoir ça. Il te reste 2 minutes. Vitement survivance. euh, je vais parler du gouvernement 2 secondes, puis je vais parler de situations qui peuvent vous arriver souvent de l'autre côté. Donc, la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, vous savez, c'est ça qui détermine ou qui précise les obligations du gouvernement. Oui, c'est possible d'avoir accès à des renseignements personnels d'un défunt. C'est extrêmement précis par ailleurs, les paramètres il faut que ça soit précisé, que ce soit par le testament. Je sais que des fois, il n'y a pas de testament, ou à tout le moins, il faut que ça soit précisé. Et normalement, ce n'est pas toutes les informations qui sont dans un dossier, puis ce n'est pas toutes les informations qu'on peut avoir, mais je vous rappelle que la succession pourrait avoir accès, mais que c'est normé par notamment cette loi-là. Puis le droit à l'image, vitement, juste vous dire, effectivement, il peut y avoir une survivance parce que, bon, la personne qui décède, on peut maintenir une image de cette personne-là, euh, à moins qu'on ait convenu là, d'un temps limite pour la diffuser, etc. Mais une personne de la succession euh, pourrait très bien, si c'est préjudiciable pour la personne, et là, on y va au cas par cas, demander à ce qu'une photo soit retirée. Et bon, non seulement c'est éthique de le faire, mais légalement, ça justifie aussi. Donc, le droit à l'image existe. Il y a même en ce moment des discussions sur le droit à l'image de la personne morte, parce que qu'on le veuille ou non, il y a 20 ans, on ne prenait pas des photos d'un cercueil en instantané. En fait, bref, je ne m'égarerai pas là-dedans, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est encore des questions en débat. Donc, le droit à l'image, sachez que c'est souvent pour des raisons éthiques ou avec l'esprit de la loi qu'on doit la respecter. Et donc, s'il y a des demandes, on doit se conformer à nos contrats ou aux volontés des personnes qui suivent. Donc, c'est un petit tour d'horizon de rien. Je vous rappelle, il y a des outils qui euh, vous seront renvoyés, justement, notre politique à la Coxida qui a été mise à jour, adoptée encore récemment pour ajouter des éléments sur le web. Le formulaire de signalement, on en a développé un. Je sais, entre autres, Réseau en a un sympathique.
sur son site. Mais donc, rappelez-vous que ça vous prend un formulaire ou quelque chose d'équivalent. Il y a le formulaire officiel pour les incidents qui présentent un risque de préjudice grave. Puis, on vous proposera aussi l'ensemble des textes que nous, on utilise sur le web notamment. On vous les fait parvenir subséquemment. Mais le plus important, c'est que la commission aussi est là. Leur portail est bien fait. Vous pouvez vous y référer d'ailleurs. On peut même appeler, c'est gratos, on le paye avec nos taxes. Fini. Question donc. Benoît, je t'invite à regarder la question de Ken ou le point de Ken dans le chat qui dit que pour les organismes communautaires, le registre des entreprises exige maintenant une copie d'une pièce d'identité pour chaque administrateur et administratrice et que le passeport figure sur la liste des pièces acceptées, mais sans avoir un voyage en vue. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, les représentations qui ont été faites parce que ça pourrait être discriminatoire eu égard aux conditions sociales, ça comme ça. Je pense entre autres à nos membres qui a sur son conseil des personnes qui ne veulent pas que leur nom circule, notamment. Mais oui, en effet, quand il y a une loi, puis là, le registre, c'est le cas, exige qu'on fournisse une pièce d'identité puis qu'elle est définie. Ben, voilà, on n'y peut rien, mais effectivement, même s'il n'y a pas de voyage, c'est le passeport qui figure sur la liste, mais ce n'est pas le seul. Il y a plusieurs autres options, euh, notamment la carte d'assurance maladie ou le permis de conduire, effectivement. Et en tout cas, peut-être qu'il y aura une matière à recours, là, mais ça, c'est une autre histoire. Merci. Est-ce que, il y a des questions, commentaires dans la salle? N'hésitez pas, on est là pour ça. Valérie, vas-y. Oui, eh ben, en fait, juste pour faire un lien sur ce qui vient d'être nommé sur la carte d'identité, en fait, on avait reçu un courriel comme quoi c'était plus nécessaire d'avoir la carte pour retirer quelqu'un du registraire. Là, j'ai su dernièrement qu'il y avait quelqu'un qui s'était fait refuser de le faire sans avoir les pièces justificatives pour refuser quelqu'un. Fait que je voulais juste voir au final c'est quoi là, la nouvelle, parce que ça nous demande de les conserver aussi, ces cartes-là, si jamais ben, la preuve. Les photos, ouais. Ouais, tout à fait. Ben, en fait, moi aussi, j'ai entendu les deux histoires. C'est en cours, en fait. Pas en cours de justice, mais ce que je veux dire, c'est que il y a un organisme qui a réussi à ne pas les produire. Puis effectivement, ben, il ne faut pas oublier non plus qu'au registraire, c'est des agents de l'État, hein. Il y a un certain pouvoir discrétionnaire qui est, qui est, euh, qui est dévolu à des agents administratifs, là. Donc, en fait, Ken a l'air d'avoir une bonne réponse à nous donner. Peut-être une bonne réponse, mais une nouvelle. Juste que la TRPOCB, la table des regroupements d'organismes OCB, donc, provincial d'organismes communautaires et bénévoles, fait des représentations auprès du registre des entreprises pour exclure les organismes communautaires, mais c'est loin d'être acquis. Je pense que le fait de ne pas avoir à produire une pièce d'identité pour quelqu'un pour le retirer de la liste, c'est une question pratique. Qu'est-ce qu'on fait avec un administrateur et administratrice qui meurt et qu'on n'a pas la carte? Donc, la personne ne va pas rester sur le CA de l'organisme longtemps, mais c'est en effet, le souci, c'est que on ne peut pas avoir, donc on peut avoir des gens qui fréquentent nos organismes qui ont pas d'identité reconnue ou qui n'ont pas de droit à une carte d'identité reconnue et on ne peut plus les avoir sur le CA officiellement. Donc, ils vont pouvoir refuser des gens. Euh, je trouve ça dommage. Et c'est ça, c'est pas très communautaire, le registre des entreprises. Non, puis même quand il y en a qui partent en mauvais termes aussi d'un conseil d'administration, ça, c'est pas facile non plus. Ben Nadia, je ne sais pas si tu veux réagir à ça, puis après, c'est avoir une question dans le chat. Oui, donc moi, j'ai été confrontée à cette situation-là et puis en appelant au registraire, en fait, que je suis vraiment tombée sur une agente qui a été hyper facilitante, là. Elle m'a
simplement expliquer que d'emblée, là, il faudrait que ma mémoire soit assez bonne, ce qui n'est pas le cas, mais d'emblée, il y a un petit carré qui est coché. Je ne sais plus là, si c'est des pièces d'identité à fournir là, ou quelque chose comme ça, si on veut retirer une personne, et il y a juste à décocher cette coche-là, en fait, et puis on n'a plus besoin de produire une pièce d'identité pour retirer un membre du registraire. Je ne sais pas après si ça va être comme ça tout le temps, mais je sais que pour l'instant, c'est vraiment simple, on ne le voit pas tout de suite, mais quand on le sait, on peut juste aller décocher ça et ça nous permet de retirer la personne sans avoir à reproduire sa pièce d'identité ou produire si elle n'a jamais été produite. Merci pour l'information. Je dirais que la dernière question dans le chat qui est lorsqu'on rencontre un incident, est-ce qu'il doit nécessairement être évalué en comité? En fait, non, ça doit être déterminé. C'est pour ça que c'est important d'avoir une politique, une gouvernance. Ça doit être déterminé par l'organisation, comment on fonctionne. Évidemment, la personne qui est imputable, c'est la personne qui est responsable de la protection des renseignements personnels. Euh, mais comment c'est libellé en ce moment, là, quelqu'un, n'importe qui pourrait faire un signalement, là, une plainte à la commission d'accès à l'information. Tu sais, dans les faits, c'est ça, là. C'est juste que vous appartenez à une organisation qui se dote de règles, puis normalement, vous les suivez, vous assurez d'avoir un fonctionnement pour que, justement, les informations demeurent protégées, qu'il y ait une gestion responsable, puis qu'on signale quand c'est opportun, là, tu sais. Mais donc, voilà, il n'est pas nécessaire, c'est à vous de déterminer si vous permettez que ce soit la personne responsable qui le fasse directement ou autrement. Merci beaucoup, Benoît et René. Il n'y a pas d'autres questions aux mains levées. Si jamais il y en a, on peut rester un petit 2-3 minutes de plus. Mais pour les autres, il est déjà midi, on doit se quitter. Je vous mets encore une fois le formulaire d'évaluation d'activité dans le chat. Ça prend 2 secondes et demie à remplir. Si vous voulez bien le faire, ça nous aide beaucoup. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vais vous envoyer un courriel avec tous les outils discutés dans les prochains jours. Là, cette semaine, vous allez avoir ça avec la présentation. Et n'hésitez pas, vous allez aussi avoir les courriels de René et Benoît si vous avez des questions particulières sur tous les éléments mentionnés aujourd'hui. Donc, bonne fin de journée tout le monde. Merci à Benoît, merci à René et merci à vous tous d'avoir été là. Merci, Martine. Merci tout le monde. Prenez soin de vous.